Bonjour à tous, on va attendre quelques minutes le temps que les derniers participants se connectent au webinaire et on va démarrer donc dans 3-4 minutes. Autour de la thématique d'adapter les plans stratégiques aux nouveaux usages. Donc tout d'abord on va se présenter. Ici Evgeny Vernat, donc je suis consultant manager chez Novean. Et donc moi je suis Vincent Lépin, je suis associé chez Novean et on intervient plus particulièrement sur des sujets autour de ce qu'on appelle l'alignement stratégique engagé, donc qui vise à bâtir des plans stratégiques dans les nouveaux contextes. Ce que je vous propose, c'est de démarrer déjà pour se présenter. Donc Novean, rapidement, en 2 minutes, c'est donc un cabinet de conseil qui a été créé il y a 2 ans, constitué de plusieurs entités qui en fait permettent de servir une mission principale qui est l'efficacité continue de la DSI au service des métiers. Donc bien à la frontière entre les deux, ces deux mondes que sont la DSI et les métiers pour arriver à les réconcilier et développer l'efficacité continue entre eux deux. Donc on l'adresse par plusieurs angles, comme vous pouvez le voir en dessous. On l'adresse sous l'angle de la transformation territoriale, donc ça c'est une approche sectorielle très spécifique, notamment adressée auprès des collectivités pour tout ce qui est mutation de la gestion de la relation avec les usagers, le pilotage des projets, l'assistance à maîtrise d'ouvrage juridique dans le cadre des marchés publics. Le domaine de la transition digitale, donc pour amener les nouveaux usages dans le fonctionnement de l'entreprise. L'assistance à maîtrise d'ouvrage juridique pour accompagner tout le processus d'achat et la dimension juridique liée à l'achat, le pilotage et la partie PMO pour justement arriver à accompagner, à aider au suivi des différents programmes qui sont mis en œuvre dans les entreprises, la transformation de la DSI pour arriver à faire muter les capacités internes de la DSI pour les transformer en activateurs numériques au sein de l'organisation, les systèmes de pilotage, c'est la mise en place des solutions de pilotage, la cybersécurité et la RGPD pour tout ce qui est conformité réglementaire et l'orchestration et l'automatisation des processus pour tout ce qui est autour de l'entreprise service management, que ce soit au niveau de l'ITSM ou de l'ITBM. En quelques mots, donc ça représente 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, on est 170 collaborateurs, on a un rayonnement qui est national et international et on compte à peu près plus de 200 clients en 2018. Donc, je vous propose qu'on bascule sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Aujourd'hui, finalement, ce qu'on va traiter comme sujet, c'est l'alignement stratégique engagé. Et là, on va commencer par le pourquoi. Donc, pourquoi, pour nous, il est important d'adapter efficacement les plans stratégiques face aux nouveaux usages. Donc, finalement, historiquement, les plans stratégiques, ils étaient vus comme des livrables figés dans le temps, immuables. On planifie une stratégie à horizon 3, 4, 5 ans. Mais finalement, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que l'environnement et les éléments d'instabilité externe et interne, ils sont très complexes, ils sont très évolutifs. C'est pourquoi il est indispensable pour nous d'avoir des plans stratégiques qui évoluent, qui soient réadaptés, qui soient plastiques. Donc aujourd'hui, on voit que ces facteurs ils évoluent à vitesse grand V et qu'ils soient exogènes ou endogènes, il faut en tenir compte pour réaligner régulièrement la stratégie par rapport à ces éléments. Premièrement, on voit que les éléments organisationnels, par exemple les rapprochements d'entités, les fusions-acquisitions, les services qui se rapprochent, ont un impact sur la stratégie en interne. On a également des éléments de réglementation. On a pu voir récemment en France avec l'arrivée du RGPD. On a pu voir également en France, en Europe et également dans le monde l'arrivée de la norme IFRS, par exemple dans le secteur de l'assurance, qui va bouleverser et impacter le business model et le métier d'organisation, là en particulier dans le secteur de l'assurance. On a également des facteurs liés à la concurrence, qui sont très présents et qui impactent fortement là aussi les plans stratégiques. On voit à travers l'arrivée de beaucoup de startups, par exemple comme Alan dans le secteur de l'assurance, mais aussi dans le secteur des services à la personne Doctolib, qui est devenu tout récemment une des licornes françaises sur ce secteur-là. On a également des nouvelles technologies qui bouleversent
qui bouleverse l'environnement de nos organisations avec la présence de téléservices, on a l'IoT, on a les assistants, on a l'intelligence artificielle qui vient aussi contribuer à apporter de nouvelles solutions pour moderniser nos organisations. On a également le RPA, donc beaucoup de technologies qui évoluent très vite, qui sont de plus en plus complexes à intégrer dans les organisations. C'est pourquoi il faut tenir compte de ces différents éléments pour réajuster la stratégie. On va voir aussi des contraintes ou des facteurs de stabilité qui sont plus internes. Par exemple, on va avoir des contraintes capacitaires. On sait qu'on a régulièrement des contraintes budgétaires, stratégiques, liées à de l'optimisation de ressources, qui font qu'on doit aussi tenir compte de ces éléments internes pour réajuster la stratégie. Et ce qui est aussi régulièrement constaté, ce sont les disparités culturelles. En termes de disparités culturelles, on va retrouver des disparités qui peuvent être générationnelles, qui peuvent être liées à de la maturité numérique. On doit aujourd'hui régulièrement faire face à ce qu'on appelle la fracture numérique et accompagner des usages dans justement de l'inclusion numérique pour éviter que des personnes soient laissées à côté de ces transformations. Et puis on a également des usages qui deviennent de plus en plus mobiles. Donc là, par exemple, il y a une étude parue tout récemment qui prévoit qu'en 2019, la publicité mobile représentera plus de 72% des dépenses de publicité numérique aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que finalement, plus de 50% des consommateurs commencent leur recherche sur le mobile avant de prendre la décision d'achat. Donc ce qu'on voit là, c'est que les réflexions digitales des organisations, elles vont au-delà de considérer l'usage mobile, elles le positionnent au cœur du business model. Finalement, tout cela, ça reflète que les sociétés changent et elles sont supportées par les technos, mais pas le contraire. Donc on a ces éléments-là qui viennent impacter la stratégie, et puis on a aussi des éléments de performance opérationnelle. Toute organisation, elle doit faire face à des aléas, organisations publiques ou privées, qui entraînent nécessairement une pression sur la performance et qui impliquent des transitions importantes pour gérer et pour générer des économies qui peuvent être liées au SI, mais aussi au cœur de métier des organisations. Donc finalement, les GAFA, ils ont su associer une double conviction, celle de s'inspirer du monde extérieur et des forces vives internes pour placer l'innovation au service des usages du moment, et ceci dans le timing parfait. Donc c'est ce qu'on va essayer de vous expliquer dans ce webinaire. Donc Vincent, concrètement, comment on fait ? Donc, ce qu'on prévoit de vous présenter, c'est la méthode qu'on met en place dans ce type de contexte, qui s'appelle la méthode 5I. Donc 5I pour inspiration, intention, inscription, itération et immersion. Donc on va aller voir au fur et à mesure, vous allez voir comment se construisent de manière moderne ces plans stratégiques. Et plutôt que de faire un grand cours très conceptuel, l'idée c'est d'illustrer ça avec deux réalisations concrètes. La première, c'est dans le cadre du secteur public autour de la gestion du permis de conduire, parce qu'on est dans des configurations qui sont un peu analogues à celles d'un GAFA. Il y a 40 millions de titulaires de permis de conduire en France, donc forcément on est dans des usages dont les volumes dépassent les systèmes d'information internes de l'entreprise. Et le deuxième, c'est dans le contexte d'un grand groupe pharmaceutique. Là, c'est le prisme est un petit peu différent, c'est la DSI vis-à-vis de ces métiers pour arriver justement à redonner une impulsion autour de la culture de service et donc d'arriver à cadrer toute cette démarche-là pour arriver à la mettre en œuvre. Ce qu'on vous propose pour démarrer, c'est de solliciter votre avis au travers d'un sondage qui va être lancé, de manière à ce que vous puissiez justement nous indiquer en fait comment vous percevez cette transformation digitale et la façon dont aujourd'hui vous la positionnez au sein de votre entreprise. Savoir si c'est plutôt aujourd'hui considéré comme un effet de mode, c'est à savoir c'est coûteux, risqué, trop coûteux pour être dans les priorités, ou alors si c'est vraiment un mal nécessaire parce que de toute façon j'ai pas le choix et je dois y aller, donc un peu avec l'épée dans le dos.
Soit c'est une opportunité enthousiasmante, ça veut dire que concrètement au sein de votre entreprise, quand vous abordez le sujet, dans une approche qu'elle soit stratégique ou opérationnelle, elle remporte une forte adhésion et donc du coup il n'y a pas de sujet sur la priorisation de ces sujets. Ou alors c'est considéré comme une aventure plutôt de tous les jours et finalement on a déjà passé le stade de la conviction, on est vraiment dans l'application concrète et ça bascule dans une logique d'amélioration continue au quotidien. Je vous propose de laisser juste une minute pour voter et après on déroule la suite de la méthode 5i. Donc c'est intéressant parce que les résultats sont assez équilibrés entre le mal nécessaire, l'opportunité enthousiasmante et une aventure de tous les jours. Donc ce qui est rassurant, c'est qu'il y a très peu d'effets de mode. Donc ça veut dire que ça s'inscrit bien dans la ligne stratégique des entreprises. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on poursuive notre présentation. Alors, voilà. Donc là, on va parler du premier I, le premier I qui est l'inspiration. Alors concrètement, que fait-on lors de l'inspiration? On va essayer de comprendre très rapidement les facteurs d'instabilité exogène et endogène qu'on évoquait tout à l'heure lors de l'introduction. L'idée, c'est également de constituer une task force engagée et responsabilisée avec les acteurs clés qui vont permettre de lancer et d'initier cette transformation. Et pour prendre une métaphore un petit peu marine, finalement, dans cette première étape-là, l'idée c'est d'analyser le contenu du bateau, la météo extérieure, les tempêtes éventuellement essuyées, et in fine pour trouver le meilleur cap en constituant les meilleures équipes. Comment on fait concrètement? En termes de méthode, ce qu'on va notamment utiliser, cela va être justement du lean à travers des petites équipes dans un temps réduit. Ça va être également une analyse environnementale, par exemple avec des outils de type SWOT, également des diagnostics de maturité qui vont permettre là aussi d'évaluer la maturité numérique et la maturité en termes de processus avant d'engager la transformation. Donc là, en termes de valeur apportée, on va vous donner quelques exemples de ce que la partie inspiration a pu apporter à nos clients. Pour vous donner quelques exemples, donc si on prend l'exemple qu'on a réalisé sur la partie permis de conduire, pour vous donner un peu le contexte, c'est donc, je vous disais, 40 millions de titulaires de permis de conduire, il y a 3000 utilisateurs actifs du système d'information. On a mis donc en place un système de dématérialisation qui aujourd'hui draine plus de 4 millions de demandes en ligne. Et pour faire ça, en fait, le point de départ, donc, ça a été d'arriver à cartographier les différents usages, les différents parcours des usagers, identifier tous les signaux faibles qui sont dans l'écosystème, parce que l'écosystème, il regroupe environ une trentaine d'acteurs privés ou publics qui ont un impact direct ou indirect sur le permis de conduire, ainsi que une activité où on a fait, alors en français, ça s'appelle le parangonnage, en anglais, ça s'appelle du benchmark, d'arriver justement à comparer, à s'inspirer des meilleures pratiques dans le monde. Par exemple, un des modèles, c'est tout ce qui est autour de la gestion du numérique en Estonie, la logique d'IoT ou d'objets connectés à Singapour, la signature électronique en Suède. Donc l'idée, c'est pas de calquer à l'identique ce qui est fait dans les autres pays, mais au moins d'avoir justement les meilleures pratiques et de pouvoir les prendre en connaissance de cause. L'idée, en fait, qu'on cherche à avoir dans cette phase d'inspiration, c'est quelque part d'arriver à ouvrir le champ de réflexion pour éviter de tomber rapidement à la solution et de prendre le temps préalable de la réflexion et de l'ouverture par rapport à des nouveaux usages qui sont rencontrés dans des pays ou dans des configurations qui sont un peu différentes.
Si on parle du groupe pharma, donc pour vous donner quelques éléments de contexte, donc ils ont bien évidemment, comme tous les groupes pharmaceutiques, une forte contrainte réglementaire. La DSI représente quelques milliers de personnes qui sert quelques centaines de milliers de personnes dans le monde, réparties un peu partout. Une DSI organisée autour d'une douzaine de services IT qui délivre en fait tous les services aux utilisateurs qui sont dans le monde. Et donc là, l'idée qui a été souhaitée, c'était de déployer une culture de service au sein de la DSI et au sein de cette industrie pharmaceutique pour arriver à faire évoluer progressivement non seulement les pratiques, les outils et la méthode, ça c'est bien évident, mais aussi d'arriver à faire bouger donc la notion de culture qui est une dimension un peu immatérielle pour arriver à faire en sorte de développer la performance et l'optimisation du back-office avec un service rendu de meilleure qualité. Systématiquement, le point de départ de ces deux aventures et de toutes celles qu'on a été amenés à accompagner et à conseiller, ça a été vraiment d'arriver justement à bien ouvrir le champ de réflexion le plus large possible dès le départ, dans une phase d'expansion pour arriver à vraiment bien comprendre le contexte interne et externe, et aussi à faire en sorte de commencer à constituer, donc, comme le disait Evgen, une équipe cœur qui quelque part sera un peu le catalyseur du sens et du changement qui va s'opérer par la suite. Et donc cette équipe cœur, dans la façon de faire le casting et dans la façon de la constituer, c'est un des points qui est sensible pour arriver à bien dérouler la suite et faire rayonner tout l'enjeu de transformation stratégique qui est inclus dans le plan stratégique. Donc l'étape juste après, c'est l'intention. Donc l'intention, finalement l'intention, elle permet de formuler les orientations stratégiques et les OKR. Les OKR, ce sont les Objectives and Key Results. Finalement, souvent la difficulté, c'est d'avoir une orientation stratégique qui est clairement exprimée. Donc ici, l'enjeu, ce sera clairement de rendre visibles ces orientations stratégiques pour éviter l'implicite et aussi rassurer les équipes, rassurer l'équipe cœur autour d'expressions formalisées claires qui vont pouvoir finalement rassurer et auxquelles pourront se raccrocher des équipes tout au long de la stratégie. Néanmoins, ces stratégies, comme on le disait précédemment, il faut qu'elles restent plastiques pour pouvoir absorber et pouvoir finalement se remoduler en fonction des éléments de stabilité qu'on a exprimés tout à l'heure. Là aussi, l'objectif ce sera donc de mettre en mouvement l'équipe cœur et donc d'ancrer les orientations au sein de l'équipe cœur, parce que ce sera bien elle qui va porter cette transformation in fine. Donc l'objectif ce sera d'avoir un set de départ pour amorcer toute la phase de transformation, mais qui pourra être revue. Donc encore une fois, on définit les orientations, mais on n'est pas à l'aveugle, on reste plastique. Ici, on va majoritairement impliquer des business owners ou des product owners et on va essayer de les faire phosphorer, les faire idées avec des méthodes d'innovation et de brainstorming qui vont permettre de faire émerger ces orientations stratégiques qui seront encore une fois portées par l'équipe cœur. En termes d'outils, on va régulièrement utiliser Trello pour le pilotage et le suivi de cet alignement stratégique qu'on va construire. Et on utilise généralement Miro pour alimenter le plan stratégique et continuer de le construire au fil des 5 lignes. Donc en termes de valeur créée, ce qu'on arrive à réaliser dans cette phase d'intention, donc juste après cette phase d'inspiration, on a constitué cette équipe cœur et un peu mieux cartographié les éléments internes et externes qui viennent alimenter cette réflexion stratégique. L'idée donc dans cette phase d'intention, c'est d'arriver à créer plusieurs choses. Le premier, donc, c'est avoir des orientations stratégiques qui sont pertinentes à date, et on insiste vraiment sur la notion à date, c'est-à-dire qu'une orientation stratégique, même si elle a une portée à long terme, il ne faut pas s'interdire à un moment d'avoir une capacité de révision stratégique. Donc pour l'instant, on considère que c'est une orientation stratégique qui est pertinente à date. Comme le disait Evgen en introduction, il y a tellement d'éléments qui à un moment peuvent bousculer qu'il faut garder cette plasticité.
Le deuxième, donc on crée ces objectifs et ces OKR qui permettent de donner un cadre de réalisation qui est souvent sur des cycles plutôt d'ordre trimestriel en termes d'objectifs et de critères de réussite. Donc ça, c'est très inspiré justement du monde des GAFA, parce que ça vient c'est une méthode qui a été créée par Intel et qui a été notamment fortement et qui est toujours utilisée par Google sur ces sujets-là. Et puis d'arriver justement à bien gérer tout ce qui est les impondérables, parce que dans cette phase-là et dans les orientations stratégiques, on ne peut pas du tout obérer tous les éléments de contexte. Et ça, c'est un point qui est important. C'est qu'à contrario des GAFA, on peut être amené à travailler dans des contextes sur lesquels on a des champs de contraintes que n'ont pas forcément directement les GAFA. Si je prends par exemple l'équité de traitement dans le contexte des services publics, il y a une obligation d'équité de traitement et donc comme l'évoquait Evgen, pour tous les usagers qui sont en rupture numérique, ils doivent quand même avoir un accès aux services publics qui sont derrière. Donc ça veut dire qu'en termes de contraintes et de champs de travail, on peut être sur des volumétries analogues à celles des GAFA avec un champ de contraintes même un peu plus élevé. Sur le permis de conduire, par exemple, ce qui a été fait, donc les grandes orientations et le parcours, il a été co-designé avec l'ensemble des acteurs du permis de conduire pour arriver à faire en sorte de donner toutes les grandes lignes de la dématérialisation qui s'est déroulée maintenant il y a 3 ans, à savoir avoir une réflexion qui mélange une réflexion à la fois réglementaire en termes de simplification réglementaire, en termes de rationalisation des démarches, en termes d'objets connectés, en termes de mesures d'impact au niveau du changement et en termes d'optimisation des processus dans une approche complètement libre. Ce qui a permis progressivement, et ça c'est l'avantage de ce genre d'exemple, c'est que vous le voyez dans votre vie quotidienne, ça a permis de faire évoluer des usages où précédemment il fallait remplir un CERFA et on a basculé dans un système complètement libre. Et donc ça rejoint, ce travail-là a été mené dans cette phase d'intention, visant à bien caler justement ces orientations stratégiques autour de la dématérialisation, d'une part, mais pas que de la dématérialisation, il y a aussi une phase d'optimisation, de définir tous les métriques du succès de cette dématérialisation et puis d'arriver néanmoins à prendre en compte aussi les capacités internes et les contraintes externes pour arriver à faire en sorte que on n'ait pas dans cette phase d'intention une démesure d'ambition qui est complètement déconnectée de la réalité opérationnelle dans laquelle l'entreprise ou l'organisation publique se trouve. Je prends le cas du groupe pharmaceutique, exactement le même principe, donc arriver à caler des orientations stratégiques. Donc ça, on a travaillé avec l'ensemble des responsables de la partie IT pour arriver à se donner sur la base des résultats de la phase d'inspiration, se donner une idée des paliers de maturité, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut arriver à cadencer, à se définir ces orientations stratégiques et à les cadencer par palier de maturité, en identifiant, parce que souvent les projets viennent en plus de tout le reste de l'activité, donc il faut bien évidemment prendre en compte ce phénomène-là, voir quels sont les projets, les adhérences, et d'arriver à faire en sorte de générer via cette phase d'intention le début d'une dynamique stratégique qui fasse sens et qui soit facile à comprendre parce qu'elle a vocation à terme à être diffusée et à fédérer les énergies de l'entreprise pour arriver à les emmener tous dans le même sens. Donc à l'issue de cette phase d'intention, l'objectif qui est visé, c'est suite à la cartographie des éléments internes et externes, à la constitution de l'équipe cœur, là il s'agit vraiment d'arriver à formuler des orientations stratégiques qui soient facilement diffusables, formaliser des objectifs et des critères de réussite parce que ça permet de mesurer et d'expliquer et de valoriser les réalisations concrètes qui vont se faire par la suite et d'expliquer aussi le champ de contraintes dans lequel l'organisation publique ou l'entreprise se trouve pour arriver à réexprimer globalement en fait cette intention stratégique qui est en train de se formuler. Donc l'étape d'après est l'inscription. Donc en phase d'inscription, ce qu'on va faire, c'est tout d'abord identifier, prioriser, puis séquencer les besoins à travers un ou plusieurs backlogs, pour reprendre une terminologie agile, alignés avec les orientations stratégiques, les usages et les contraintes. Donc ces contraintes, elles peuvent être capacitaires, elles peuvent être réglementaires, elles peuvent être techniques en fonction du legacy par exemple de votre SI, elles peuvent être aussi culturelles. L'idée, ça va être de
faire régulièrement des cycles itératifs de constitution de ce backlog, de formalisation de ses besoins, pour arriver à chaque fois à définir des scénarios qui puissent répondre aux enjeux initiaux. Ces scénarios, systématiquement, on va les évaluer. Donc on a différentes méthodes qu'on a l'habitude d'utiliser, comme par exemple dans le secteur public, une approche Mareva. On a aussi pu utiliser le value management sur des processus industriels. Donc là aussi, après avoir exprimé des besoins, prioriser des besoins et séquencer des besoins, là on va les valoriser selon différents critères pour permettre aux décideurs de finalement définir le meilleur scénario à date par rapport à ce qu'on a pu constater. Néanmoins, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est la vision utilisateur. On parlait au tout début des usages, mais finalement, c'est l'utilisateur, l'usager, ce sera lui le juge de paix. C'est lui qui est devant son ordinateur, c'est lui qui est devant sa tablette, lui qui est devant son téléphone portable. C'est pourquoi, dès cette phase, on va impliquer davantage de personnes. Donc on les a positionnés sur la droite de l'écran. Donc on a des product owners, des architectes, des urbanistes, des usagers ou utilisateurs, et aussi donc des UX designers qui vont pouvoir aider à définir des solutions qui correspondent aux attentes aussi des utilisateurs et des usages du moment. On pourra aussi également impliquer des partenaires dans cette phase-là. En termes de méthodologie, on va s'appuyer sur des principes et des méthodes agiles, lean, et également de design thinking, pour co-construire finalement l'avenir avec l'ensemble des parties prenantes qu'on a précédemment listées, et on va également systématiquement analyser la valeur qui est créée. On insiste sur ça, mais c'est vraiment la phase structurante d'analyse de la valeur dans notre approche 5i. En termes de valeur créée, Vincent, sur nos deux exemples. Donc sur les deux exemples, donc je reprends l'exemple du permis de conduire. Donc on a bâti plusieurs scénarios pour arriver à caler cette transformation autour de la dématérialisation des démarches en ligne. Donc on a eu plusieurs scénarios possibles qu'on a travaillé justement avec les différents acteurs. Parce qu'un des points qui est important, c'est dans cette phase d'inscription, c'est à nouveau de ne pas perdre le sens de cette trajectoire de transformation et d'être sûr de prendre le temps de la partager. C'est-à-dire que la construire prend du temps, la partager prend encore plus de temps, et quelque part ce qui reste, c'est la notion de partage, parce que c'est les notions qui vont rester ancrées dans la tête de l'ensemble des acteurs, et cette notion-là va devenir un référentiel pour arriver justement à amener et à légitimer, à remettre dans le contexte toute la réalisation opérationnelle qui viendra derrière. Donc le parti pris qui a été fait sur le permis de conduire, ça a été plusieurs scénarios de transformation, prenant en compte les différentes dimensions, dont à nouveau, là on est dans un contexte de secteur public, donc forcément une problématique réglementaire pour arriver à bien gérer, cette partie au sens où elle implique des temps spécifiques pour être mis en œuvre et évoluer. Un travail et des approches itératives avec l'ensemble des industriels et des acteurs publics du permis de conduire, pour arriver à faire en sorte de se laisser un cycle d'itération à venir sur lequel on mesure la réussite des premières itérations, on va inscrire les critères de réussite des premières itérations et on va se laisser de la latitude pour ajuster et mesurer ensuite l'impact qu'il y a sur les orientations stratégiques. Et donc là, on est vraiment bien dans une approche qui reste à vocation stratégique, parce qu'elle s'appuie sur les orientations stratégiques de la phase d'inspiration et d'intention. Et dans cette phase d'inscription, c'est à ce moment-là, on va commencer justement à la confronter à la mise en perspective opérationnelle, pour garantir d'une part que les orientations stratégiques sont correctement alignées sur les besoins et la backlog, comme l'évoquait Evgen, et également aussi faire en sorte qu'on sanctuarise la promesse de valeur, le sens et la faisabilité qui est derrière. Sur ce groupe pharmaceutique, de la même manière, en fait, on a bâti au fur et à mesure, suite à la phase d'intention, on a identifié les différents paliers de maturité des projets qui sont en adhérence et initié cette dynamique. On a commencé à travailler plusieurs scénarios de transformation, et l'idée
mais on a fait à nouveau la même chose aussi côté permis de conduire. L'idée, c'est, à partir du moment où on bâtit ces scénarios de transformation, c'est de les faire valider par l'équipe cœur. Le but du jeu, c'est vraiment d'arriver à faire en sorte que cette équipe cœur qui a été constituée au tout début soit vraiment chargée, au sens comme un condensateur quasiment, soit chargée de l'ensemble de ses intentions stratégiques pour que quelque part, tout l'ensemble des éléments de langage verbaux et non verbaux qui seront utilisés par la suite soient complètement alignés sur ces orientations stratégiques et ce plan stratégique. L'idée, c'est vraiment de le faire rentrer au plus profond du fonctionnement de l'entreprise et des acteurs de cette transformation. Donc cette phase d'inscription permet vraiment d'arriver à se figer sur un scénario de transformation cible, d'arriver à identifier quelles seraient les premières actions qui seraient à mener et d'arriver à matérialiser et formaliser les promesses de valeur de sens de manière à pouvoir lancer en parallèle des actions de communication sur ce qui va être réalisé ensuite. L'étape d'après donc est la phase d'itération. Et donc en phase d'itération, ce qu'on fait, ça se décline finalement en trois grands chantiers. Premièrement, l'idée, ce sera de lancer des premiers produits ou des premières offres à travers des POC, donc des Proof of Concept, ou des MVP, Minimum Valuable Product. Voilà. L'idée ici, c'est de bâtir des premiers appartements témoins de la transformation pour avoir des premières concrétisations qui soient tangibles, concrètes et qui permettent d'embarquer justement les hommes. Lorsqu'on fait une stratégie, l'idée, c'est à chaque fois de pouvoir faire le yo-yo entre guillemets entre la vue d'ensemble et la vue opérationnelle de manière à systématiquement embarquer les équipes et faire la preuve que ça marche finalement. Et ça, c'est un premier objectif, donc embarquer les équipes et faire des premières concrétisations concrètes qui embarquent. Deuxièmement, ce sera aussi de continuer à construire sur la base de ces premières constructions. Donc là, en parallèle de ce lancement de ces premiers POC ou MVP, ce qu'on va initier et ce qu'on va planifier, ce sont des engagements itératifs dans le temps pour systématiquement réaligner la stratégie en fonction des facteurs d'instabilité qu'on a évoqués au départ. Encore une fois, lorsqu'on a commencé à initier un alignement stratégique de la phase d'inspiration, intention, inscription, il s'est peut-être passé quelques semaines, même d'ici là, même depuis ce moment-là, il peut y avoir des facteurs d'instabilité qui sont ajoutés. Et c'est pourquoi nous, on préconise de très régulièrement effectuer ces revues d'engagement itératif pour veiller à mesurer les écarts par rapport à l'intention initiale, notamment grâce aux OKR, et pouvoir ajuster très rapidement le curseur en fonction de ces facteurs d'instabilité. En parallèle, l'idée, ce sera enfin de structurer des dispositifs de veille en continu et des dispositifs de veille et de captation de signaux faibles de manière à être toujours en prise avec le réel et pouvoir à chaque fois ajuster régulièrement en fonction des éléments extérieurs et internes à l'organisation. Donc là, en termes d'équipe, on va retrouver finalement l'ensemble des acteurs qu'on avait précédemment en phase d'inscription. Et en termes de méthodologie, on va aussi retrouver des principes agiles et lean de manière à construire progressivement un livrable itératif, mais qui sera matériel, mais aussi immatériel. Comme l'évoquait Vincent, l'idée c'est, en parallèle de la construction d'une stratégie précise et matérialisée par des nouvelles solutions, des nouveaux process. L'idée, ce sera en parallèle donner du sens aux équipes et finalement de faire changer, de pouvoir faire changer le mindset des collaborateurs à travers un changement culturel, ce qu'on appelle le soft change, en parallèle de tout ça. Donc, ce qu'on a pu apporter comme valeur en termes d'itération sur nos deux exemples. Donc, sur la partie permis de conduire, donc, on a vraiment appliqué ce principe-là. Donc, en démarrant quelques expérimentations, quand on est à la maille de 40 millions de potentiels utilisateurs d'un système d'information, c'est clairement impossible d'avoir juste du premier coup. Il faut accepter par itération successive et par déformation successive, arriver à trouver le bon modus operandi qui va bien. Donc, ce qui a été fait, ça a été de démarrer quelques expérimentations sur quelques départements. Donc il y a eu une phase de rétrofit qui a été faite avec les partenaires photographes pour arriver
arriver à rétrofiter quelques cabines photo pour les transformer d'un composant passif à un composant actif dans un process en ligne. A été mis en place toute la solution technique, bien évidemment, et les premiers services en ligne ont été ouverts donc en expérimentation pour mesurer le taux d'appropriation, les difficultés qui étaient rencontrées, etc. Donc, à partir du moment où on démarre cette expérimentation-là, ce qui est vraiment important, c'est d'être vraiment en écoute permanente et bienveillante de l'ensemble des acteurs pour s'assurer de comment est-ce qu'on va, par des formations successives, trouver le dispositif qui est le plus adapté, d'une part aux nouveaux usages, et d'autre part aussi qui permet de gérer la conformité réglementaire et aussi la dimension de lutte, par exemple, contre la fraude sur ce genre de processus. Ça a permis en fait progressivement de faire un double changement, à la fois des pratiques dans les usages, des usages se sont évolués pour progressivement se muter vers un système très digital et très déployé d'une part, et aussi les pratiques aussi en interne dans les équipes. Ça a permis de faire bouger en fait les travaux en back-office, d'arriver à les organiser différemment, parce que forcément, du coup, derrière ce projet de dématérialisation, ça a amené dans cette phase d'itération à avoir une réflexion sur les process de gestion qui étaient derrière, la façon de les faire évoluer, de les améliorer, de les optimiser. Et tout ça a été en plus largement accéléré à ce moment-là, parce que cette démarche et cette intention qui s'est concrétisée par une première itération a été accélérée dans le cadre d'un plan qui a été mis en place qui s'appelle le plan préfecture nouvelle génération, qui a accéléré en fait la dématérialisation avec d'une part la fermeture physique des guichets en préfecture pour la consolidation de plateformes d'instruction qui s'appellent des CERT, et le fait d'amener de plus en plus les usagers à se tourner vers le numérique. Et donc ça a permis quelque part en fait d'arriver à point nommé entre une intention stratégique qui était une volonté, qui était une initiative qui a été prise, et un plan préfecture nouvelle génération qui est arrivé et qui a permis d'accélérer et de donner les résultats actuels. Sur le groupe Pharma, donc, qui a été mis en place de la même manière. Donc on a démarré les itérations et on a mis en place cette écoute permanente dont on parlait à l'instant. On a mis en place ce qu'on appelle les Sense Making Agents. Donc leur action, ils sont répartis un peu partout dans l'organisation. Et leur métier, en fait, c'est d'arriver à capter l'ensemble des signaux faibles et d'avoir une veille permanente sur l'ensemble des signaux faibles qui apparaissent en fait au sein de l'organisation dès qu'il y a un changement. L'idée qui est derrière, c'est de les capter de manière brute, sans transformation préalable, de manière à arriver à faire bouger les choses et à arriver à avoir une juste restitution de la réalité opérationnelle qui est derrière. Donc, à titre d'exemple, ça va de la simple discussion à la machine à café jusqu'à la réunion qui est un peu plus structurée. L'idée, c'est de ne rien oublier parce que quelque part, toute la dimension qui est liée à la bonne réalisation d'une itération, elle se retrouve dans chaque minute qui est passée dans le contexte de l'entreprise ou de l'organisation. Donc on a capté l'ensemble de ces signaux faibles via ce réseau, et ça nous a permis justement d'arriver à faire en sorte d'ajuster en fait les différentes itérations et leurs résultats, et d'arriver à progressivement sanctuariser la valeur sur laquelle on s'était engagé de réaliser. La dernière étape est donc la phase d'immersion. La phase d'immersion, elle est étroitement liée à la phase précédente qu'évoquait Vincent à travers des exemples. C'est la phase qui va systématiquement permettre d'activer le changement dès le départ sur deux aspects. Sur l'aspect hard, avec le changement de pratique, d'outils, de processus, de rôle et de gouvernance. On a parlé aussi dès le départ. Dès la phase d'inspiration, l'idée c'est de faire changer les rôles, les responsabilités, ou du moins les ajuster pour qu'ils soient en ligne avec la transformation qu'on va engager.
Deuxièmement, en parallèle, l'idée c'est d'adopter des pratiques, des postures soft, on va dire, de faire évoluer les croyances, de faire évoluer les cultures. Donc là, dans cette partie, finalement, c'est un I qui est transverse à toute la méthode et qui va systématiquement tenir compte des aspects, on va dire, concrets, de pratique et des aspects de culture qui sont plus immatériels et qu'on oublie parfois dans ce genre de transformation. Cette partie-là, elle est structurante et elle permettra notamment de pérenniser tout ce qu'on a pu mettre en place dans le cadre de l'alignement stratégique en termes de méthodes. Tout à l'heure, on a parlé d'agile, de lean, de méthodes d'innovation ou d'idéation. L'idée, à chaque fois, ce sera aussi de pousser ces méthodes en interne pour que l'organisation puisse les réutiliser systématiquement dans le cadre de son alignement stratégique courant qu'elle aura effectué dans le cadre de ses transformations. En termes d'acteurs, là, on va notamment impliquer des business owners, des product owners et des utilisateurs. L'objectif, ce sera véritablement de trouver des relais à différents niveaux pour pouvoir infuser tout ce qu'on a pu mettre en place précédemment dans les différentes équipes, qu'elles soient métiers ou qu'elles soient IT. Et donc là, en termes de méthode, on utilise généralement des pratiques de conduite du changement responsable et également on pratique le management du sens, comme évoqué Vincent, de manière à embarquer tout le monde dans cette transformation, encore une fois, sur l'ensemble du cycle de la méthode 5I. Donc ce qu'on crée concrètement comme valeur à cette phase-là, et effectivement Eugène a raison d'insister sur le fait que c'est une phase qui est transverse tout au long des 4 premiers I, c'est très concrètement ce qu'on a constaté notamment sur le permis de conduire, c'est que le fait d'arriver à avoir des équipes mixtes sur lesquelles on réexprime le sens, on réexprime la valeur, on réexprime les engagements qui sont pris et la culture telle que ça a été défini dès le départ et formalisée dans la phase d'inspiration et d'intention, ça permet vraiment d'arriver à créer un sens. C'est-à-dire que ce sens-là, c'est vraiment la fameuse ligne conductrice qu'on cherche à avoir après dans l'exécution et qui permet d'arriver à éventuellement et aussi être une clé pour arriver à arbitrer pour aller dans un sens ou dans un autre dans les différentes itérations. Pour faire ça, ça prend plusieurs formes. Donc la partie art change est souvent la face émergée de l'iceberg parce qu'on est sur les pratiques, on est sur l'organisation, sur des rôles, etc. Et donc ça, c'est relativement visible et c'est surtout la face émergée de l'iceberg qui est la dimension soft sur lesquelles on va être sur des sujets de culture, de croyances, de valeurs. Et donc cette partie-là, c'est souvent la plus compliquée à appréhender. Ce qui a été fait par exemple dans le contexte de ce groupe pharmaceutique, ça a été de vraiment laisser une expression la plus libre possible pour faire en sorte que cette expression, notamment sous l'angle du soft avec la dimension culturelle et des croyances, qu'il n'y ait surtout pas de tabou au fait de l'exprimer de manière à pouvoir arriver à mieux la comprendre, l'intégrer et arriver à faire en sorte qu'elle se diffuse de manière fluide. Et ce qu'on a constaté comme gain dans les deux cas, c'est très clairement, il y a eu un gain énorme en termes de fluidité et de méthode de travail entre les différents acteurs et parties prenantes, une performance globale qui s'est améliorée parce qu'en fait, les gens se posent plus de la question de pourquoi ils font ça, ils en sont convaincus, ils se focalisent sur le fait de trouver des solutions. Donc, plutôt que d'identifier les problèmes, ils cherchent automatiquement en fait des solutions à apporter pour arriver à faire en sorte de surmonter toutes les difficultés opérationnelles, tous les irritants opérationnels qui sont remontés dedans. Ce qui reste finalement de manière résiliente tout au long de cette phase-là, c'est ce sens qui a été créé et cet engagement qui a été identifié. Et donc en termes de conclusion, ça c'est un point qui est important, c'est qu'on est très attaché au fait que ces plans stratégiques ne s'étalent pas déjà sur des durées trop longues, parce qu'à partir du moment où on les étale sur des durées trop longues, on a un effet de dilution en fait de ce côté catalyseur. C'est-à-dire que ce qu'on a constaté, c'est que 3 mois, c'est plutôt un bon timing pour arriver à faire cette expression stratégique, pour arriver à aboutir à un plan stratégique.
plus ça va prendre de temps, plus ça va se diluer et l'intention stratégique va être challengée, va être bousculée. Et donc, il vaut mieux avoir une phase vraiment très intensive sur 3 mois, d'arriver à sanctuariser ces intentions stratégiques avec quelques concrétisations opérationnelles qui permettent de pérenniser la démarche, ancrer les postures et montrer l'apport de valeur que ça représente. Et finalement, de tout ça, tout ce qui va rester, c'est pour ça à nouveau qu'Evgen évoquait en constat initial le fait qu'il fallait avoir cette plasticité. Ce qui est important, c'est vraiment que le sens et l'équipe qui gagne, c'est finalement ce qui va rester au final. Et après, le reste, ce sont des objets qui vont évoluer, se déformer au fur et à mesure des éléments internes et externes qui vont intervenir dans l'exécution de la stratégie. Et donc les grands atouts qu'on a mesurés dans le cadre de la mise en œuvre de ce type de démarche, c'est le sens qui s'est exprimé au fur et à mesure de ces différents I, la réactivité que ça a permis de développer parce que le sens permet justement de jouer un peu ce garde de paix vis-à-vis de tous les éléments qui arrivent. On a installé des méthodes, des outils, des postures, on a fait un changement qui est pérenne parce que finalement il est vraiment porté par les acteurs internes du programme au travers de cette équipe cœur, et on a mis en place un dispositif qui permet de maîtriser les instabilités par les processus de veille et qui permettent in fine de concrétiser la valeur qui est créée derrière. Donc, tout d'abord, on tenait à vous remercier d'avoir participé à ce webinaire et nous sommes à votre disposition pour répondre à d'éventuelles questions que vous auriez par rapport aux éléments que nous avons présentés à date.